Bonjour! Dans la dernière session, nous avons vu comment rechercher des modèles dans la PDB et quels peuvent être les outils pour utiliser ces modèles pour votre projet de recherche en se concentrant principalement sur des aspects visuels. Aujourd'hui, nous allons reparler des modèles structuraux ainsi que de la façon de les utiliser à bon escient, en adoptant une vue plus numérique qui devrait vous aider à évaluer la qualité du modèle. Quand nous recherchons une entrée PDB, nous accédons à une instantanée des données expérimentales. Un graphique synthétise la qualité globale d'une structure selon différents critères et comment la structure en question se compare à d'autres structures de résolution similaires résolues par la même méthode expérimentale. Ainsi, quand le curseur se trouve dans la région bleue, cela signifie que la structure est de bonne qualité. Et quand le curseur se trouve dans la région rouge, la qualité de la structure n'est pas optimale. Pour accéder à des informations plus détaillées, vous pouvez consulter les rapports 3D ou les rapports complets du groupe de travail sur la validation de la PDB. Mais cela va au-delà de l'objectif de cette courte vidéo. À quoi faisons-nous réellement référence lorsque nous parlons de qualité? Eh bien, le terme qualité exprime simplement le fait qu'un modèle a du sens d'un point de vue chimique et physique. Par exemple, dans quelle mesure les longueurs de liaison, les angles de liaison et autres paramètres géométriques répondent à des normes établies. Il est cependant essentiel de rester prudent. Pour considérer la pleine valeur d'un modèle structural et des informations que vous pouvez en tirer, vous devez connaître ses limites qui sont elles-mêmes liées à la résolution spatiale des données expérimentales ou limites de la méthode expérimentale. Par résolution spatiale, nous entendons l'espacement entre des caractéristiques distinctes. Pour un rendu plus visuel du concept, regardons une simulation des cartes de densité électronique en fonction de la résolution. Cette simulation montre joliment comment, d'un point de vue cristallographique, la perception des détails s'estompe avec la perte de résolution. D'autres paramètres importants à prendre en compte sont la valeur R-value work et R-value free. Le facteur R est en quelque sorte l'étalon d'or de structures 3D déterminées par cristallographie aux rayons X. Et représenté en pourcentage ou en valeur fractionnelle, il nous informe sur la différence entre les observations mesurées expérimentalement, FOPS, et les données modélisées, FCalc. Cependant, il y a un inconvénient majeur à cette valeur R de travail, car le formalisme présenté ici est utilisé à la fois pour modifier les modèles et pour mesurer l'adéquation du processus de modification. Un peu comme si on demandait à une entreprise de construction de délivrer des certificats de sécurité pour le bâtiment qu'elle a construit. C'est pourquoi, à la fin des années 90, le facteur R libre a été introduit. Le facteur R libre est basé sur le concept selon lequel, au cours du processus de modification du modèle, une petite fraction des données est mise de côté et utilisée pour évaluer a posteriori la validité des modifications apportées. Il est important de souligner que des fichiers déposés avant la fin des années 90 ne rapportent pas les facteurs R libres. Autres paramètres chiffrés sont fournis par les fichiers texte PDB que vous pouvez consulter en ligne ou télécharger. Vous pouvez regarder en détail dans la vidéo intitulée Introduction, qu'est-ce que c'est une structure tridimensionnelle, comment lire un fichier PDB. Mais concentrons-nous sur le sujet principal de cette vidéo et interrogeons-nous sur le contenu informatif d'un modèle tridimensionnel, les limites fixées par la résolution
et par la méthode expérimentale, et comment relier ces paramètres à notre question scientifique. Je vais essayer d'illustrer cela par quelques exemples concrets. Observons l'entrée intime. Déposée en 1976, les statistiques de qualité semblent plutôt sombres. À cette époque, il n'y avait pas d'outils de validation tels que nous les connaissons aujourd'hui, en particulier pas de R libre. Cependant, cette structure a fourni les premiers modèles de ce que nous appelons les repliements Tim-Barrel. Très fréquents dans l'univers des enzymes, ils figurent parmi les entrées PDB les plus citées. La première structure 3D d'une protéine, l'hémoglobine, a été résolue en 1959 par Max Perutz, pour lequel il a reçu le prix Nobel de chimie en 1962. Il a déposé le modèle structural dans la PDB en 1973, soit 2 ans après la création de la PDB. Les mêmes remarques sur la qualité du modèle que pour Intime s'appliquent à l'entrée de DHB. Aujourd'hui, une structure de telle qualité ne passerait pas l'examen d'une revue scientifique, mais à l'époque, elle était l'un des exemples les plus inspirants de la recherche biologique, d'où l'attribution du prix Nobel. Terminons par un autre exemple historique. Un PRC, déposé en 1988, la première structure de protéines membranaires qui a valu le prix Nobel à Robert Huber, Johann Deisenhofer et Hartmut Michel. Là encore, les scores de validation ne sont pas très élevés, mais l'impact de cette structure sur la recherche biologique a été énorme. Après avoir vu que tout ce qui est ancien n'est pas mauvais, passons au temps moderne. Nous avons appris dans la vidéo précédente comment effectuer une recherche dans la base de données PDB. Faisons donc une recherche en utilisant l'attribut Experimental Method dans le module de recherche avancée et recherchons les modèles théoriques. Vous serez peut-être surpris de constater que sur les quelques 180 000 entrées de la PDB, seuls 7 modèles théoriques ont été déposés. Cela est simplement dû au fait que seules les structures résolues par approche expérimentale ont l'obligation d'être déposées dans la PDB pour être publiées dans les articles à comité de lecture. En examinant l'entrée 1E08, le score de validation montre clairement qu'il faut être prudent et ne pas considérer comme absolument vrai un modèle théorique. Cependant, dans certains cas, vous pouvez être désespérément à la recherche de conseils structurels. Et un modèle théorique est toujours même mieux que rien. Prenons en considération une autre méthode expérimentale, la diffusion des rayons X aux petits angles, les SAX. Bien que les SAX ne fournissent qu'une courbe unidimensionnelle, les algorithmes modernes permettent de calculer des modèles 3D compatibles avec la courbe expérimentale. La résolution spatiale de ces modèles peut être estimée autour de 20 angstroms. Mais quelle surprise quand on regarde par exemple l'entrée 1ZVO. Sans tenir compte des scores de validation, si nous allons jeter un coup d'œil au fichier PDB, nous pouvons voir que les positions atomiques sont fournies avec une précision de la 3e décimale d'angstrom. N'est-ce pas un non-sens si l'on considère que la résolution spatiale globale d'environ 20 angstroms? Eh bien, le format PDB est une sorte de norme universelle et très rigoureuse en termes de codage numérique. Les plateformes de visualisation que vous pouvez rencontrer, comme PyMol ou Chimera, s'appuient sur ces codages, bien que dans ces cas précis, les degrés de précision n'aient pas de sens. Pour conclure, soyez conscients de la différence entre précision et fiabilité et ne prenez pas nécessairement pour acquis
les déclarations de précision simplement parce qu'elles sont nécessaires pour les calculs. Le message à retenir de cette vidéo est le suivant. Chaque technique peut fournir des informations précieuses, mais avec des limites intrinsèques à chaque méthode. Le scientifique qualifié doit être capable de discernement. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à prendre conscience de la situation lorsque vous regardez des modèles 3D. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.